Reste là à réfléchir à ce que tu as fait de mal avant de gâcher ta vie, a crié mon père. Ma mère ajouta fermement que c'était une leçon nécessaire pour quelqu'un qui n'écoutait jamais ses parents. Je m'appelle Shelby. Une femme de 23 ans qui ne s'attendait jamais à ce que sa propre famille m'enferme alors que j'étais enceinte de 8 semaines. Il venait de découvrir mon état. Ce qui poussa mon père à exiger que j'interrompe immédiatement la grossesse pour épouser le fils riche de son associé. Quand je rejetai complètement son ultimatum cruel d'abandonner mon petit ami travailleur. Leur ton se fit d'une calme trompeuse. Mon père m'ordonna d'aller au sous-sol, transformé en salle de musique insonorisée, pour récupérer un dossier de documents familiaux avant de poursuivre notre discussion. À l'instant où je franchis le seuil de l'espace sombre, la lourde porte en bois massif claqua derrière moi avec un bruit terrifiant. Le clic métallique distinct du pen dormant extérieur qui se verrouilla me scella à l'intérieur de la pièce de plus en plus étouffante. À travers la petite fenêtre, je regardais mon père coller un mot manuscrit sur le bois, me mettant en garde de rester à l'intérieur pour réfléchir à ma désobéissance. Immédiatement après, mes parents saisirent leurs valises déjà préparées pour prendre un avion vers leurs vacances d'une semaine à Hawaï, me laissant piéger sans y penser une seconde. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue sur notre chaîne où nous partageons des histoires familiales inoubliables racontant des événements dont les gens se souviennent pendant des années. Prenez un moment pour vous abonner, laissez un like. Et dites-nous de quelle ville vous nous écoutez dans les commentaires ci-dessous. Écrivez alors que le bruit du moteur de la voiture familiale s'estompait complètement dans l'allée. Le silence absolu de l'espace souterrain s'installa lourdement autour de moi. La salle de musique du sous-sol avait été construite avec des matériaux d'insonorisation professionnels recouvrant chaque mur pour empêcher le bruit intérieur de s'échapper. Cette construction signifiait que le cadre de la porte possédait des joints en caoutchouc étanche, conçus pour bloquer les vibrations acoustiques. Je tournai la poignée intérieure, mais le pen dormant extérieur restait fermement verrouillé. Je me tins près du centre de la pièce tandis que le système de chauffage central continuait de pomper de l'air chaud par les bouches d'aération du sol. Ma respiration devint laborieuse dès la première heure parce que l'espace clos n'offrait aucune circulation d'air naturel. La température monta régulièrement tandis que la chaleur emprisonnée s'accumulait sans aucune ventilation croisée. Je renifle posais mes mains sur mon abdomen pour protéger ma grossesse de 8 semaines tout en m'efforçant de stabiliser mon rythme cardiaque. Je savais que crier ne ferait que consommer plus rapidement mon réserve d'oxygène déjà en baisse que de rester tranquillement. J'avais besoin de trouver une méthode physique pour établir une source d'air frais. Je me déplaçai prudemment vers le coin éloigné de la pièce où le matériel du groupe était habituellement entreposé. Mes mains fouillèrent dans l'ombre et saisirent la base en fonte d'un pied de micro reposant près d'un amplificateur. Je traînai l'objet métallique lesté à travers les planches du sol vers la seule vulnérabilité structurelle présente dans la pièce. Une petite fenêtre de ventilation se trouvait en hauteur près de la ligne du plafond de la fondation en béton. Cette ouverture spécifique se connectait directement à un conduit extérieur étroit menant au niveau du sol de la cour latérale. Je soulevai le lourd pied métallique à 2 mains et frappai violemment la base contre le carreau de verre renforcé. L'impact sourd envoya un fort craquement résonné à travers les panneaux acoustiques. Mais la fenêtre conserva sa forme. Je repositionnai mes appuis et frappai le verre une seconde fois avec toute la force physique que je pus rassembler. La vitre se brisa vers l'extérieur dans le conduit pour laisser un mince courant d'air extérieur filtré dans la pièce étouffante. Je me dressai sur la pointe des pieds pour placer mon visage près de l'ouverture brisée et aspirer l'air frais dans mes poumons. L'effort physique laissa mes muscles tremblants. Je m'assis sur les planches du sol directement sous la fenêtre brisée pour conserver mon énergie restante. Je sortis mon téléphone portable de la poche de ma veste pour appeler les services d'urgence. L'écran numérique illumina l'espace sombre. Mais l'indicateur de réseau n'affichait qu'une barre de signal fluctuante. La fondation en béton épais et les couches denses d'insonorisation bloquaient presque toutes
Réception cellulaire. Je composai le numéro des secours et appuyai immédiatement sur le bouton d'appel. L'écran afficha une invite de connexion pendant plusieurs secondes avant d'abandonner complètement. La tentative. La connexion réseau manquait de force pour soutenir toute communication vocale. Mon esprit passa en revue les options disponibles tandis que la seule barre de signal clignotait. Je me souvins soudain d'une conversation précise que j'avais eue avec Bradley quelques mois auparavant concernant les situations d'urgence. Il m'avait regardé sérieusement pendant cette discussion et m'avait indiqué exactement quoi faire si je me trouvais un jour en difficulté. Il m'avait dit que si quelque chose de grave arrivait et que je ne pouvais pas passer un appel vocal, je n'avais qu'à lui envoyer un mot précis par texto. Nous avions choisi un terme simple qui ne serait jamais utilisé dans nos conversations quotidiennes. Normal. J'ouvris mon application de messagerie et sélectionnai son nom de contact dans la liste récente. Renifle mes doigts tapèrent les 4 lettres formant le mot reine dans le champ de texte. J'appuyai sur l'icône d'envoi. L'animation d'envoi tourna continuellement sur l'écran tandis que le téléphone peinait à pousser le paquet de données à travers la faible connexion réseau. Je regardais la barre de progression avancer lentement tandis que le seul indicateur de réseau disparaissait parfois complètement. Un petit son de notification retentit enfin dans la pièce silencieuse pour signaler une transmission réussie. L'écran afficha le mot délivré juste sous mon message texte. Immédiatement après cette confirmation, l'indicateur de réseau passa à une perte totale de service cellulaire. Je laissai l'appareil glisser de mes doigts sur les planches du sol. Mon corps s'affaissa contre le mur insonorisé tandis que l'épuisement me gagnait. Je fermai les yeux dans la lumière faible sans savoir si Bradley verrait réellement le message à temps. Dans la zone de réparation du garage du centre-ville. L'écran du téléphone sur l'établi de Bradley s'alluma avec un bref message. Bradley essuya ses mains tachées de graisse sur une lourde serviette d'atelier pour ramasser l'appareil mobile. Il reconnut les 4 lettres spécifiques affichant le code de détresse exact qu'ils avaient établi des mois auparavant. Il laissa tomber la clé métallique directement sur le sol en béton pour composer le numéro des secours sans une seconde d'hésitation. Quand l'opératrice municipale répondit, il articula la situation qui se déroulait avec une clarté absolue pour assurer une réponse rapide. Il rapporta que sa petite amie était exactement enceinte de 8 semaines et venait de transmettre un signal d'urgence depuis sa résidence. Il savait que le flux d'air restreint dans un espace clos représentait une menace immédiate pour le fœtus en développement. Il fournit l'adresse précise de la rue tout en expliquant que ses parents venaient de quitter les lieux pour l'aéroport. Il souligna explicitement la forte probabilité qu'elle soit actuellement piégée dans une pièce verrouillée de l'extérieur. La répartitrice enregistra la gravité des circonstances pour diriger immédiatement plusieurs unités vers les coordonnées indiquées. 2 véhicules de patrouille ainsi qu'un transport médical d'urgence arrivèrent à la propriété suburbaine dans les 12 minutes suivant l'appel initial. Les agents des forces de l'ordre contournèrent l'entrée principale pour se déplacer systématiquement vers le périmètre de la maison. Ils découvrirent le verre de ventilation fraîchement brisé près du niveau de la fondation avant de se diriger vers le patio arrière. Les premiers intervenants identifièrent l'entrée principale du sous-sol située adjacente à la zone de sièges extérieurs. La porte en bois massif était fermement sécurisée par un lourd pêne dormant métallique extérieur, confirmant les informations fournies lors de l'appel d'urgence. Un officier principal utilisa un bélier tactique pour frapper le mécanisme de verrouillage avec une force physique immense. Les cadres en bois épais se fendirent sous les impacts répétés jusqu'à ce que la porte s'ouvre enfin, pour révéler l'intérieur sombre de la pièce insonorisée. Le personnel de secours se précipita dans les escaliers avec leurs lampes de poche coupant à travers l'air stagnant. Ils trouvèrent Shelby allongée complètement inconsciente sur les planches du sol directement sous le conduit de ventilation brisé. Le personnel médical vérifia son pouls pour confirmer qu'elle respirait encore avant d'initier leur protocole d'évacuation. Les ambulanciers la soulevèrent soigneusement sur un brancard médical spécialisé pour la sortir de
L'environnement étouffant vers l'air frais du soir. Tandis que l'équipe médicale d'urgence administrait de l'oxygène supplémentaire pour stabiliser son état, un enquêteur senior s'approcha de l'entrée endommagée. Il remarqua un morceau de papier plié collé précisément à hauteur des yeux sur la surface de bois restante. Il lut le mot manuscrit qui décrivait explicitement le motif de cet enfermement intentionnel. L'enquêteur arrêta immédiatement un officier subalterne qui tentait activement de déblayer les débris de bois du couloir étroit. Il ordonna à toute son équipe de cesser leur mouvement pour préserver le lieu comme scène de crime. Active sans altérer aucun autre détail. Un photographe judiciaire fut chargé de documenter la position exacte de la structure de verrouillage extérieur sous plusieurs angles. Un autre officier spécialisé détacha soigneusement le mot menaçant du bois en utilisant des gants de protection en nitrile. Il scella le papier à l'intérieur d'un sac de preuves en plastique transparent pour préserver l'intégrité des empreintes digitales. Le personnel des forces de l'ordre reconnut que cet objet physique constituait une preuve indéniable d'intention malveillante. Les protocoles stricts de preuve furent initiés pour garantir que les éléments resteraient admissibles au tribunal. Bradley arriva au périmètre de la propriété juste au moment où les ambulanciers sécurisaient le brancard à roulettes à l'intérieur du compartiment de l'ambulance. Il gara son camion précipitamment près du ruban de barricade de police jaune bloquant l'entrée principale de l'allée. Il présenta son identification à l'officier de périmètre pour confirmer sa relation avec la victime. Il marcha vers les portes ouvertes de l'ambulance pour regarder les professionnels médicaux. Surveiller ses signes vitaux à l'aide d'équipements cardiaques spécialisés. Il reporta son attention vers la maison endommagée pour observer les détectives cataloguant activement les preuves physiques près des escaliers du sous-sol. L'installation délibérée du verrou extérieur ainsi que les notes manuscrites solidifièrent la réalité du piège orchestré. Il reconnut la profonde cruauté nécessaire pour que ses propres parents exécutent un acte aussi calculé avant d'embarquer pour des vacances. Les enquêteurs terminèrent leur documentation initiale de la scène tandis que le conducteur de l'ambulance se préparait pour le transport immédiat à l'hôpital. Bradley monta à l'arrière du véhicule d'urgence pour l'accompagner directement à l'établissement médical régional. Il s'assit à côté du brancard tandis que les sirènes commencèrent à hurler dans la rue suburbaine. Tranquille. Alors que les lumières de l'ambulance balayaient les arbres devant les portes de l'hôpital général de la ville, les techniciens médicaux d'urgence précipitèrent mon brancard à roulettes directement dans l'unité d'évaluation des traumatismes désignés. Renifle les médecins de garde attachèrent immédiatement un équipement d'échographie spécialisé à mon abdomen pour surveiller avec précision le rythme cardiaque fœtal. Les infirmières établirent rapidement plusieurs voies intraveineuses pour administrer les fluides essentiels nécessaires à combattre ma déshydratation physique sévère. Je restais immobile contre les draps d'hôpital impeccables en concentrant toute mon attention sur le son rythmique de battements résonnant régulièrement du moniteur audio. Un enquêteur de police en uniforme s'approcha de mon chevet peu après que l'équipe médicale eut stabilisé mon état physique pour enregistrer officiellement ma déclaration initiale de victime. Le détective documenta méticuleusement les contusions physiques sur mes mains résultant du bris du verre de ventilation pour s'assurer que le rapport officiel reflétait mon combat désespéré. Je racontai la séquence précise des événements concernant le verrou du sous-sol sans omettre aucun détail critique sur le mot manuscrit laissé sur la lourde porte en bois. À des milliers de kilomètres de là, sur une plage hawaïenne immaculée, Gordon leva nonchalamment un cocktail tropical coloré vers le soleil couchant pour célébrer le début de leurs luxueuses vacances. Joyce ajusta ses lunettes de soleil de designer pour prendre une série de photographies numériques présentant le décor coûteux de la station balnéaire en front de mer. Bridget s'allongea confortablement sur un lit de bronzage premium en faisant défiler sans réfléchir ces divers flux de réseaux sociaux. Les trois partageaient une hypothèse nonchalante selon laquelle la mesure de confinement n'était qu'une action disciplinaire temporaire conçue pour m'enseigner une brève leçon d'obéissance avant leur départ. Ils croyaient sincèrement que je ne passerais que quelques heures à l'intérieur du sous-sol avant que leur femme de ménage n'arrive pour me laisser sortir.
Cependant, leur arrogance collective omit complètement le détail critique selon lequel la femme de ménage avait demandé une semaine complète de congé médical à partir de ce matin exact. Ils avaient complètement oublié ce conflit d'horaire vital en priorisant leurs coûteuses vacances tropicales au détriment de la sécurité humaine de base. Cette omission catastrophique transforma leur punition mineure intentionnelle en une épreuve terrifiante qui menaça les vies de moi-même et de mon enfant à naître. Gordon jeta un coup d'œil nonchalant à son appareil mobile quand un numéro de téléphone inconnu hors de l'état apparut clignotant sur son écran lumineux. Il mit délibérément l'appareil en sourdine avant de le jeter dans son sac de plage tressé sans un seul moment d'hésitation. Joyce remarqua une brève notification de texte apparaître sur son écran de verrouillage mentionnant le département de police local tentant d'établir un contact. Elle roula des yeux avec une profonde irritation tout en murmurant à voix haute que je faisais simplement une autre crise théâtrale pour ruiner malicieusement leur coûteux voyage familial. Bridget sirota nonchalamment sa boisson glacée tout en conseillant à nos parents d'ignorer complètement mon comportement erratique afin que j'apprenne enfin ma leçon nécessaire d'obéissance. Ils continuèrent à se prélasser dans la brise chaude de l'île tout en se félicitant de leur brillante stratégie parentale. Les trois restèrent blissfully ignorant que leur piège de confinement orchestré avait déjà été complètement démantelé par les forces de l'ordre local. De retour dans la chambre d'hôpital stérile, Bradley tenait fermement ma main tandis que son père, Clifford, se tenait vigilant près de la porte d'observation fermée. Clifford utilisa son vaste bagage professionnel dans les forces de l'ordre fédéral pour observer discrètement l'ensemble du processus d'enquête officielle se déroulant devant nous. L'enquêteur principal ouvrit son carnet officiel avant de fixer son regard sévère directement sur mon visage épuisé. Il se pencha légèrement pour me demander directement pourquoi mes propres parents exécuteraient jamais un acte aussi extrême de cruauté calculé contre leur propre fille enceinte. Je fixai blanquement les carreaux de plafond acoustique tandis que la réalité dévastatrice de sa question pointue s'installait lourdement sur ma poitrine. Je secouai lentement la tête avant de chuchoter calmement que je ne savais honnêtement pas la vraie raison derrière leurs actions terrifiantes. Gordon avait toujours été un tyran contrôlant concernant mes choix de vie. Mais risquer la survie de son petit enfant à naître franchissait une ligne qui défiait toute logique parentale de base. Le détective enregistra diligemment ma réponse verbale avant de sortir dans le couloir pour coordonner ses découvertes avec les unités de patrouille intervenantes. Clifford s'avança depuis les ombres de la chambre d'hôpital avec une expression profondément contemplative masquant ses traits marqués. Il déclara fermement que les auteurs de crimes escaladent rarement jusqu'à l'emprisonnement physique. Simplement pour imposer un arrangement de mariage préféré ou pour dicter des relations romantiques personnelles. Il me prévint que les individus qui enferment leurs enfants dans des pièces insonorisées sont généralement motivés par une immense avidité financière plutôt que par un simple entêtement. Il expliqua que de telles mesures drastiques indiquent habituellement une tentative désespérée de dissimuler un secret structurel bien plus large à la victime ciblée. Clifford suggéra que j'avais urgemment besoin d'engager un avocat d'entreprise spécialisé aux côtés d'un expert comptable judiciaire certifié pour scruter le patrimoine familial. Il théorisa que Gordon cachait frénétiquement quelque chose d'énorme dans les dossiers financiers privés que mon indépendance physique soudaine exposerait immédiatement aux autorités. Il insista que l'incident du sous-sol n'était qu'une manifestation physique d'un crime financier bien plus profond nécessitant une enquête professionnelle immédiate. Je hochai lentement la tête avant d'accepter de signer les formulaires d'autorisation légale nécessaires, permettant à Clifford d'assembler une équipe d'enquêteurs financiers. Le focus de notre rétorsion se déplaça définitivement loin de la porte de sous-sol brisée vers la piste de papier caché définissant toute mon histoire familiale. Le matin du 4e jour après mon admission à l'hôpital, un avocat d'entreprise senior aux côtés d'un expert comptable judiciaire certifié entra dans ma chambre de convalescence privée en portant d'épais dossiers contenant d'extensifs relevés bancaires. Le représentant légal se présenta formellement avant de placer un document juridiquement contraignant spécifique directement sur mes genoux pour mon examen immédiat.
Il expliqua calmement que ma défunte grand-mère avait établi un trust vivant complet, me désignant spécifiquement comme seule bénéficiaire financière à l'âge adulte. Il pointa un stylo argenté vers la ligne de solde finale sur le relevé officiel montrant que le compte contenant originellement 670 000 $ était actuellement complètement vide. Je fixai le zéro numérique imprimé clairement sur le papier crispé tandis que mon esprit peinait à traiter l'ampleur pure de cette révélation financière inattendue. J'avais toujours cru que l'héritage restait en sécurité dans une institution dépositaire désignée. Jusqu'à ce que je décide officiellement de demander les fonds pour mon indépendance future. Je passai mon index sur les sceaux bancaires officiels estampillés sur le document pour vérifier l'authenticité du solde zéro terrifiant. L'expert comptable judiciaire ouvrit son propre registre spécialisé pour démontrer exactement comment l'héritage massif avait disparu sans ma connaissance préalable. Il présenta une série chronologique de demandes de transfert autorisées portant une signature qui ressemblait remarquablement à mon propre écriture personnelle. Il détailla comment Gordon avait réussi à forger ma signature sur de multiples documents légaux tout en utilisant un notaire corrompu pour drainer systématiquement le trust vivant au cours des 3 dernières années. L'expert comptable traça physiquement la piste financière sur un graphique imprimé montrant les fonds volés se déplaçant initialement vers un compte intermédiaire temporaire pour obscurcir intentionnellement la source originale. L'argent volé fut ensuite canalisé directement dans une société à responsabilité limitée, nouvellement enregistrée, opérant officiellement sous le nom légal de Bridget comme une soi-disant firme de conseil immobilier. L'avocat d'entreprise sortit ensuite un classeur secondaire contenant des dépôts judiciaires publics de l'année calendaire précédente pour poursuivre l'explication complète. Il révéla que Bridget avait récemment déposé une protection contre la faillite d'entreprise concernant cette exacte société à responsabilité limitée après avoir revendiqué de sévères pertes opérationnelles durant ses premiers mois d'activité. Il expliqua que sa tentative désespérée de protéger ses actifs personnels restants par le processus fédéral de faillite fournissait ironiquement à l'équipe légale enquêtrice un accès illimité à l'historique complet des transactions. L'audit financier détaillé prouva définitivement que les 670 000 $ volés n'avaient jamais financé aucune opération commerciale légitime associée à la firme de conseil. L'expert comptable souligna des dizaines de transactions bancaires spécifiques montrant l'héritage être systématiquement drainé pour payer d'énormes dettes de cartes de crédit accumulées par mes parents. La documentation révéla également des virements substantiels couvrant les prêts commerciaux personnels de Gordon aux côtés de diverses dépenses de style de vie exorbitantes que ma famille ne pouvait jamais légitimement se permettre par leurs revenus normaux. Je tournais les pages du rapport financier avec des doigts tremblants tandis que j'examinais la preuve indéniable de leur vol systématique se produisant juste sous mon nez. Les relevés bancaires affichaient clairement des retraits massifs se produisant aux dates exactes où mes parents achetaient leurs véhicules de luxe respectifs. Je passais en revue la piste de papier indéniable tandis qu'une réalisation profonde changeait fondamentalement ma compréhension de toute la dynamique familiale au cours de la dernière décennie. Gordon exigeant que j'interrompe ma grossesse pour épouser le fils riche de son associé n'avait absolument rien à voir avec la préservation de notre réputation sociale. Sa haine vocale intense envers Bradley n'était qu'une excuse pratique pour m'empêcher d'établir une quelconque indépendance véritable loin de leur surveillance constante. Ils avaient désespérément besoin que je reste entièrement soumise à leur autorité stricte afin que je n'ai jamais de raison valable d'enquêter sur mon propre statut financier. La décision terrifiante de m'enfermer dans cette pièce souterraine était une mesure calculée pour maintenir leur contrôle absolu sur mon existence quotidienne. Si je réussissais à épouser Bradley pour fonder ma propre famille autonome, mon indépendance légale nouvellement acquise exposerait immédiatement leur vol financier massif aux autorités compétentes. Mes parents étaient prêts à mettre en danger ma sécurité physique pour enterrer définitivement la vérité sur les 670 000 $ volés plutôt que de renoncer à leur richesse dérobée. Je rendis les documents lourds à l'équipe légale tout en signant fermement les formulaires d'autorisation finaux, leur instruisant de procéder au gel de tous leurs comptes restants. Tard dans l'après-midi du 7e jour,
Un taxi commercial jaune s'arrêta directement à côté de l'allée en béton appartenant à la propriété familiale. Gordon poussa la portière passager ouverte avant de poser le pied sur le pavé avec un soupir. Profondément satisfait. Joyce le suivit de près tout en tirant une grande valise de designer roulant bruyamment sur la surface en béton. Bridget sortit de la zone de siège arrière tout en ajustant nonchalamment ses lunettes de soleil, surdimensionnées contre la lumière du soir déclinante. Gordon étira ses bras grands ouverts au-dessus de sa tête tout en cambrant le dos pour soulager la raideur physique accumulée durant le long vol commercial. Enfin, nous sommes à la maison, annonça-t-il bruyamment avec un sourire triomphant s'étendant sur son visage fortement brûlé par le soleil. Les trois rassemblèrent leurs bagages restants depuis le coffre ouvert sans soupçonner aucune perturbation imminente à leur routine normale. Le chauffeur de taxi reçut son paiement en espèces avant de s'éloigner du trottoir pour laisser la famille debout sur le trottoir. Ils tournèrent leur attention collective vers la structure principale de la maison, s'attendant à entrer directement par la porte d'entrée. Leur posture détendue disparurent instantanément le moment où leurs yeux enregistrèrent l'état choquant de leur résidence suburbaine. Une barrière épaisse de rubans de police jaune brillant s'étendait en diagonale à travers tout le cadre du porche avant pour sceller l'entrée principale. Deux véhicules de patrouille distinctement marqués des forces de l'ordre étaient garés agressivement sur la pelouse verte soigneusement entretenue. Les lumières d'urgence rouges clignotantes projetèrent des reflets sinistres sur les murs extérieurs obscurcis de la maison suburbaine tranquille. Une chaîne lourde avec un cadenas gouvernemental sécurisait le portail en bois menant vers la zone de patio arrière. Gordon baissa le regard vers le mur extérieur inférieur où la fenêtre de ventilation du sous-sol était complètement brisée en morceaux dentelés. Les fragments de bois lourds de la porte intérieure forcée gisaient éparpillés visiblement sur les marches en béton menant au niveau inférieur. La propriété impeccable qu'ils avaient laissée derrière exactement une semaine auparavant ressemblait actuellement à une scène de crime active sous enquête fédérale intense. Il n'y avait absolument aucun signe de Shelby restant près de la structure de confinement du sous-sol forcé. La réalisation que leur prisonnière captive avait réussi à s'échapper de sa cellule souterraine les frappa avec une force paralysante. Les bagages de luxe lourds glissèrent directement des doigts tremblants de Joyce pour s'écraser bruyamment contre l'allée en béton pavé. Bridget abaissa lentement ses lunettes de soleil tout en regardant avec une incrédulité absolue la destruction catastrophique entourant leur maison familiale. Un silence profond enveloppa l'espace extérieur tandis que la réalité terrifiante de la situation perçait enfin leur confiance arrogante. Un enquêteur senior sortit du périmètre ombragé du garage, tenant un dossier en cuir rigide contenant des documents légaux officiels. Il marcha délibérément le long de l'allée pavée pour se positionner directement devant les membres de la famille stupéfaits. « Monsieur Gordon, veuillez vous éloigner immédiatement du véhicule », ordonna le détective d'une voix dénuée de toute émotion sympathique. Gordon sentit toute la couleur quitter complètement son visage tandis que son cœur cognait violemment contre sa cage thoracique. Il fit un pas hésitant en arrière avant de forcer sa gorge sèche à former une question cohérente concernant la victime manquante. « Où est ma fille ?» demanda-t-il en tentant de projeter un faux sens d'autorité parentale vers l'officier qui s'approchait. Le détective s'arrêta de marcher pour regarder droit dans les yeux terrifiés de Gordon avec une expression de mépris professionnel absolu. « Elle est actuellement en vie », déclara clairement l'enquêteur avant de récupérer une paire de menottes en acier lourd de sa ceinture utilitaire. « En outre, vous êtes officiellement en état d'arrestation », continua-t-il en signalant aux agents de patrouille en uniforme qui attendaient de sécuriser le périmètre. L'enquêteur principal exécuta le mandat d'arrêt formel directement basé sur le volume massif de preuves physiques rassemblées au cours de la semaine précédente. Les charges listées sur le document officiel incluaient l'emprisonnement illégal aux côtés de multiples chefs d'accusation de fraude financière d'entreprises sévères. Deux officiers supplémentaires avancèrent rapidement pour retenir physiquement Joyce avant qu'elle ne puisse prononcer un seul mot de protestation vocale.
Une députée saisit Bridget par le bras pour l'escorter de force vers le second véhicule des forces de l'ordre qui attendait. Gordon sentit les menottes métalliques froides cliquer solidement autour de ses poignets tandis que le détective lisait à voix haute les droits légaux formels. Il tenta désespérément de formuler une excuse plausible défendant ses actions. Mais les mots moururent instantanément dans sa gorge. L'illusion soigneusement construite de leur richesse familiale intouchable s'effondra définitivement. Sur l'allée en béton sous le poids des mandats criminels. Près de 10 mois plus tard. Dans la salle d'audience principale du bâtiment judiciaire du comté de Davison. Le coup retentissant du marteau du juge-président, Woden Gavle, résonna nettement à travers la chambre silencieuse. Le procès criminel complet aux côtés des procédures civiles consolidées se conclut officiellement. Après la présentation méticuleuse de toutes les preuves physiques rassemblées de la résidence suburbaine. Les avocats de la poursuite affichèrent systématiquement le mot manuscrit récupéré aux côtés du mécanisme de peine dormant métallique spécialisé extrait directement du cadre de porte extérieure du sous-sol. Les experts comptables judiciaires soumirent le portefeuille complet de documentation de transfert bancaire falsifié prouvant le détournement intentionnel des fonds du trust familial. Le juge-président examina la documentation extensive vérifiant la nature calculée des crimes multicouches orchestrées par les accusés principaux. La phase de condamnation formelle commença avec le tribunal s'adressant à la figure centrale, responsable de l'exécution du complot de confinement terrifiant. Gordon reçut une longue peine de prison après sa condamnation officielle sur de multiples chefs de crimes impliquant l'emprisonnement illégal et des transactions financières frauduleuses. Le magistrat judiciaire souligna que son bagage professionnel rendait son mépris délibéré pour la sécurité humaine un facteur aggravant justifiant une punition institutionnelle sévère. Joyce se tenait calmement à côté de son conseil de défense tandis que le magistrat détaillait sa culpabilité spécifique concernant la conspiration domestique coordonnée. Elle reçut un terme substantiel de probation supervisée couplé à des mandats stricts de service communautaire reconnaissant sa participation active comme accessoire au crime. Le tribunal détermina que son refus vocal d'intervenir tout en possédant la pleine connaissance du confinement dangereux constituait une violation directe de ses devoirs parentaux de base. Bridget fit face à un examen professionnel immédiat tandis que le juge-président évaluait son implication directe dans l'absorption des actifs financiers volés à travers son entité d'entreprise défunte. Les enquêteurs fédéraux confirmèrent qu'elle avait sciemment utilisé les fonds convertis pour soutenir son style de vie personnel malgré l'absence de tout revenu opérationnel légitime au sein de son entreprise enregistrée. La décision judiciaire la dépouilla de tous les privilèges restants associés au patrimoine familial, tout en la laissant légalement obligée de traiter les dettes en cours. L'accumulation de ces dettes d'entreprise détruisit effectivement tout semblant restant de la sécurité luxueuse qu'elle prenait auparavant pour acquis. Les procédures légales formelles démantelèrent systématiquement le fondement de leur arrogance collective à travers des procédures d'application pénale standardisées. Le litige civil se conclut par une victoire écrasante pour Shelby alors que le magistrat soutenait formellement chaque réclamation financière soumise par ses représentants légaux. Le tribunal émit un jugement de restitution obligatoire exigeant la liquidation immédiate de tous les actifs physiques restant appartenant aux auteurs condamnés. La propriété résidentielle suburbaine principale appartenant à Gordon fut officiellement placée sous administration judiciaire bancaire immédiate pour satisfaire les demandes monétaires en cours. Les commissaires-priseurs immobiliers programmèrent la vente publique forcée de la maison à plusieurs étages pour convertir les avoirs immobiliers physiques en capital liquide. Les produits générés par la liquidation de la propriété furent spécifiquement désignés pour le remboursement complet des $670 000 originellement volés du trust vivant. Shelby regarda les procédures judiciaires officielles depuis la galerie tout en reposant sa main doucement sur son abdomen grandissant. Les officiers d'application préparèrent les privilèges de propriété nécessaires pour garantir que l'institution financière transféra le capital récupéré directement dans ses comptes protégés. L'exécution structurée du jugement civil garantit que chaque dollar détourné de son héritage fut formellement récupéré par des canaux légaux.
La perte systématique de leur résidence principale symbolisa l'effondrement total de la forteresse financière que Gordon avait construite par la tromperie. Un mois après que le bébé garçon en bonne santé soit entré dans le monde, le carillon mélodieux des cloches d'église dériva doucement à travers les pelouses suburbaines, soigneusement entretenues. La cérémonie de mariage en plein air unissant Shelby et Bradley se déroula dans un jardin pittoresque, entouré d'amis proches et de membres de la communauté solidaire. Clifford se tenait fièrement près de l'autel, tenant son petit-fils nouveau-né solidement contre son large épaule tout en rayonnant d'une joie paternelle non contenue. Bradley attendait patiemment sous l'arche florale tout en regardant sa fiancée marcher le long du chemin de pierre vers lui. Shelby renifle portait une simple robe blanche tout en tenant un petit bouquet de fleurs de saison, représentant un nouveau départ pour son foyer nouvellement établi. La célébration matrimoniale se déroula avec une chaleur absolue et une sécurité totale sans aucune interruption indésirable des fantômes de son passé fracturé. Le ministre officiant les prononça légalement unis comme mari et femme avant d'inviter le marié à soulever le voile nuptial. Les invités rassemblés offrirent des applaudissements enthousiastes tandis que les nouveaux mariés échangeaient leurs alliances de mariage traditionnelles en argent devant l'autel. Après la conclusion de la cérémonie, le couple de nouveaux mariés dirigea leur attention immédiate vers la sécurisation de la stabilité à long terme de leur famille grandissante. Shelby finalisa formellement le transfert des fonds du trust récupérés directement dans un compte bancaire commercial indépendant géré par un conseiller financier neutre. Elle utilisa le capital légalement restitué pour acheter une propriété résidentielle moderne, présentant une cour arrière spacieuse parfaitement adaptée pour élever un jeune enfant. Elle alloua également une portion de l'héritage retourné pour étendre l'entreprise de réparation automobile de Bradley en un centre de service entièrement modernisé. La restructuration réussie des actifs de l'entreprise garantit un flux régulier de revenus opérationnels légitimes pour soutenir les dépenses de leur foyer sans interférence externe. Elle s'assit à son bureau en bois nouvellement acheté pour signer les documents bancaires finaux, transférant l'autorité administrative exclusive sur ses comptes personnels. L'organisation méticuleuse de ses actifs financiers garantit que son indépendance monétaire restait complètement protégée sous juridiction fédérale. Elle maintint une autonomie totale concernant chaque dépense tout en construisant un environnement sécurisé conçu pour favoriser le développement mental et physique de son enfant. Les réalités quotidiennes concernant les destins de ses parents biologiques traversaient rarement ses pensées tandis qu'elle se concentrait entièrement sur ses responsabilités domestiques vibrantes. Elle éprouva une indifférence complète concernant la façon dont Gordon gérait ses tâches de travail obligatoire en prison au sein de l'établissement correctionnel d'État. Elle ne prêta aucune attention aux rapports incessants détaillant Joyce et Bridget luttant pour survivre dans des appartements de location bon marché tout en se noyant dans des dettes insurmontables. Les anciens membres de son foyer biologique furent laissés entièrement à gérer les conséquences catastrophiques engendrées par leurs propres choix délibérés et actions malveillantes. Elle refusa de gaspiller une seule fraction de son énergie émotionnelle en tentant de sauver des relations qui avaient été intentionnellement construites sur l'exploitation et la trahison. L'effondrement systématique de leur contrôle autoritaire les laissa isolés dans les décombres de leurs propres crimes financiers fabriqués. Shelby observa leur lutte en cours depuis une position de détachement absolu tout en reconnaissant que leur dénuement actuel représentait une forme standardisée de justice karmique. Le refus délibéré de reconnaître leur existence servit de frontière psychologique ultime, les empêchant de jamais infiltrer à nouveau sa vie paisible. Shelby sortit sur le patio arrière pour regarder Bradley lancer doucement leur fils nourrisson dans l'air de l'après-midi tout en écoutant le rire joyeux du bébé. Elle inhala la brise d'automne crispée tout en reconnaissant la transformation profonde définissant la trajectoire de son existence adulte. La sévrance complète de sa lignée familiale toxique lui permit de redéfinir le vrai sens de la loyauté familiale et du soutien inconditionnel. Elle réalisa que les unités familiales authentiques tiraient leur force du respect mutuel et de la protection émotionnelle plutôt que de l'obligation biologique ou de la manipulation financière. L'épreuve douloureuse forgea une résilience inébranlable au sein de son caractère qu'aucune autorité
externe ne pourrait jamais manipuler ou compromettre à nouveau. Elle n'était plus définie comme un instrument financier pratique manipulé par des parents tyranniques cherchant à dissimuler leurs propres délits criminels. La récupération de son héritage légitime aux côtés de ses frontières personnelles inébranlables cimenta son triomphe absolu sur l'abus domestique systémique. Shelby se tenait droite sous la lumière dorée du soleil, sachant qu'elle avait définitivement revendiqué le droit souverain de dicter chaque chapitre unique de son avenir.